Le pire cauchemar de l'ayatollah est en train de devenir réalité. L'histoire se répète en Iran, où un cycle de 40 jours de mort et de deuil a ravivé la protestation. C'est exactement le même schéma qui a renversé le Shah en 1979. Alors que les foules iraniennes scandent « Mort au dictateur » dans les rues, les forces de sécurité tirent à nouveau sur les personnes en deuil. Cela se passe alors que les délégations iraniennes et américaines se réunissent à Genève pour négocier un accord nucléaire. L'ayatollah prononce des discours en disant qu'il ne négociera pas du tout. Et l'Iran vient de tirer un missile dans le détroit d'Ormuz comme message aux États-Unis. Tout converge, et cela peut nous dire ce qui va se passer ensuite. Alors regardons ce qui s'est passé. Tout a commencé. La nuit dernière, dans la ville d'Abadan, de petits groupes se sont rassemblés dans les rues en scandant cela à l'adresse de Khamenei. Ce n'était pas une grande foule au début, mais la taille a rapidement augmenté. Le lendemain matin, les cimetières étaient pleins de monde. Des familles endeuillées pleurèrent des proches tués par les forces de sécurité, et durant leur deuil, elles ont de nouveau scandé des slogans. Et cette fois, la foule était bien plus nombreuse. Et c'est exactement ce que craignait le CGRI. Alors le CGRI a fait ce qu'il fait toujours. Ils ont tiré sur une foule en deuil dans un cimetière. Vous pouvez, en fait, vous pouvez vraiment entendre les coups de feu. Des véhicules de sécurité filent dans les rues, des gens fuient, et le régime tire sur les familles venues enterrer leurs morts. Après cet incident, les forces de sécurité ont envahi toutes les grandes villes d'Iran. Ici à Abadan, en plein jour, vous pouvez voir des véhicules lourdement armés patrouiller dans la rue. Même chose à Machhad, la deuxième plus grande ville d'Iran. Les forces de sécurité circulent à moto avec des fusils. Et plus tôt dans la même ville, les manifestants scandaient « Mort au dictateur » et « Mort au mollah ». Et puis nous avons Téhéran, la capitale. Ici, on peut voir la place principale envahie par les forces de sécurité, des canons à eau et des fourgons noirs. Le régime traite cela comme une opération militaire. Ils ne prennent aucun risque, et c'est pour une bonne raison. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce moment est si dangereux pour l'ayatollah. Car ce qui se passe en ce moment suit un schéma très précis, le même schéma qui a détruit le Shah. Voici ce que la plupart des gens oublient. La révolution qui a renversé le Shah n'a pas commencé en 1979, elle a commencé en janvier 1978. Des manifestants sont descendus dans la rue, et certains ont été tués par les forces de sécurité pour calmer la protestation. Puis, il y a eu une pause. Exactement. 40 jours après, maintenant, vous vous demandez pourquoi. 40 jours, vous voyez. Dans l'islam chiite, il y a une période de deuil obligatoire de 40 jours après un décès. Donc les membres de la famille faisaient leur deuil. Puis, le 40e jour, ils se réunissaient à nouveau pour honorer les morts. Le deuil se transformait rapidement en manifestation. Et cette fois, elle était bien plus grande qu'auparavant. Ce cycle s'est répété encore et encore. Manifestation réprimée dans le sang. 40 jours de deuil. Manifestation plus grande. Plus de morts. Encore. 40 jours et manifestation accrue. Cela a continué pendant plus de 13 mois à chaque cycle. La foule devenait de plus en plus nombreuse jusqu'en février 1979 lorsque le Shah a simplement dû fuir le pays. Et maintenant, eh bien, Khamenei a vu cela se produire à l'époque, et il voit cela se produire à nouveau. Nous approchons exactement des 40 jours depuis les massacres des 8 et 9 janvier lorsque le régime a tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens. La période de deuil touche à sa fin, et les manifestations reprennent. Ainsi, les gardiens de la révolution tirent sur les personnes en deuil avant qu'elles ne puissent se rassembler. D'après les rapports en provenance d'Iran, il semble qu'une grande manifestation soit prévue pour ce soir, ce qui correspondrait au 18 février en Iran, en raison des différences de fuseaux horaires. Nous vous tiendrons donc au courant à ce sujet, c'est certain. Alors que tout cela se passe dans les rues, l'ayatollah prononçait un discours. Et on peut dire sans risque qu'il ne semblait pas être quelqu'un prêt à négocier avec les États-Unis. Écoutez simplement ce qu'il disait. Il leur semble qu'il ne cesse de le répéter. Le président américain affirme que l'armée américaine est la plus puissante du monde. La plus puissante armée du monde. Parfois, elle s'étouffe tellement qu'elle ne peut même plus avaler. J'ignore ce que c'est. A-t-il dit? Nous avons envoyé un porte-avions vers l'Iran. Un porte-avions, bien sûr, c'est une arme dangereuse, mais encore plus dangereux qu'un porte-avions, c'est l'arme qui peut l'entraîner au fond de la mer.
Le président des États-Unis, dans l'un de ses discours récents, a déclaré que depuis 47 ans, les États-Unis n'ont pas réussi à éliminer la République islamique. C'est une arme dangereuse. Il s'est plaint à son propre peuple. 47 ans que les États-Unis n'ont pas réussi à éliminer la République islamique. C'est un bon aveu. Je dis que vous n'y arriverez pas maintenant non plus. En même temps, il publiait aussi sur Twitter. Son message était assez clair, dit-il. Les Américains disent « Négocions à propos de votre énergie nucléaire, et le résultat de la négociation est censé être que vous n'aurez pas cette énergie. Si c'est le cas, il n'y a pas de place pour la négociation. Mais si des négociations doivent vraiment avoir lieu, déterminer à l'avance le résultat des négociations est un acte erroné et insensé. Maintenant, pour quelqu'un qui est censé avoir 80 ans, c'est une façon très élémentaire de voir les choses. Tout d'abord, dans toute négociation, les deux parties ont une certaine idée de ce pourquoi elles négocient, comme quel devrait être l'objectif. Ensuite, les États-Unis ne disent pas que l'Iran ne peut pas avoir d'énergie nucléaire, mais qu'il ne peut pas avoir d'enrichissement nucléaire. Les États-Unis disent que vous pouvez construire autant de réacteurs que vous voulez pour l'énergie nucléaire, mais pas d'installation pour enrichir l'uranium. Vous pouvez obtenir l'uranium dont vous avez besoin auprès d'autres pays qui possèdent déjà ces installations. C'est en fait quelque chose de très courant. De nombreux pays occidentaux comme l'Espagne, la Belgique, la Suisse, la Suède font exactement la même chose. Ils ont des centrales nucléaires, mais ils importent l'uranium dont ils ont besoin pour ces centrales. Donc, ce qu'on demande à l'Iran n'est vraiment pas quelque chose d'exceptionnel. Et je suis presque sûr que le guide suprême le sait, mais il ne le dit pas à voix haute, parce que cela détruirait son argument. Le guide suprême a aussi affirmé que le programme de missiles iranien n'est pas négociable, ni même discutable. Et pour montrer le sérieux de l'Iran, ils ont en fait tiré un missile dans le détroit d'Ormuz et détruit un navire. C'était leur propre navire et une cible vide, mais ils l'ont diffusé à la télévision nationale. Le message adressé aux États-Unis était clair. Nos missiles fonctionnent, alors ne nous mettez pas à l'épreuve. Tout cela constituait donc le contexte des négociations de Genève. Les manifestations reprenaient en Iran. Des personnes en deuil étaient abattues. L'ayatollah déclarait publiquement qu'il ne voulait pas négocier, et des missiles étaient tirés sur des navires vides. Il est certain que ce n'était pas une bonne façon de débuter les négociations, qui se sont achevées en quelques heures. Voici ce que nous savons. L'Iran a proposé de nouvelles idées pour parvenir à un accord nucléaire. Ils sont prêts à suspendre l'enrichissement 3 ans, sans y renoncer entièrement, et de transférer une partie de leur uranium enrichi à la Russie, mais pas tout. Voici maintenant le contexte concernant cet uranium. L'Iran possède environ 200 kg d'uranium enrichi à 60%. L'énergie nucléaire ou les centrales nucléaires ne nécessitent qu'un enrichissement d'environ 3 à 5%. Mais en revanche, les armes nucléaires exigent un enrichissement de 90% ou même plus. L'Iran est à 60% bien au-delà des besoins civils, mais pas encore au niveau de l'armement. Ce stock de 60% est devenu leur monnaie d'échange. Ils proposent de l'abandonner en échange d'une levée des sanctions. Mais cela est loin de ce que les États-Unis exigent. Les États-Unis exigent que l'Iran arrête l'enrichissement, mette fin à son programme de missiles et cesse de tuer des manifestants, ce que l'Iran refuse catégoriquement. L'Iran considère cela comme une affaire interne, donc les États-Unis n'ont rien à dire. Maintenant, voici quelque chose d'intéressant qui s'est produit après la fin des discussions. L'Iran a dit aux États-Unis qu'il aurait une proposition plus détaillée dans 2 semaines. Ces 2 semaines paraissaient familières à beaucoup, voyez-vous. L'année dernière, le président Trump lui-même a déclaré qu'il déciderait dans 2 semaines s'il allait poursuivre la diplomatie ou frapper le programme nucléaire iranien. 3 jours après ce commentaire, il a lancé l'opération Marteau de minuit. Et maintenant, l'Iran demande 2 semaines. Je ne sais pas si cela est vraiment significatif, mais je pense que cela méritait d'être noté. Pendant que l'Iran demande 2 semaines, le renforcement militaire américain se poursuit. En fait, rien que ces dernières 24 heures, un 2e porte-avions est arrivé dans la région. Et en plus de cela, on a entendu parler d'un 3e qui s'y rend. Et par-dessus tout cela, rien que ces dernières 24 heures, plus de 50 avions de chasse sont arrivés dans la région. Cette armada ne cesse de grandir chaque jour. Et la façon dont se déroulent les négociations et les commentaires que fait le guide suprême, cela pousse vraiment à se demander si une frappe n'est pas imminente.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Je vous tiendrai informé. Je m'appelle Sam, à la prochaine vidéo.